Dans un Sahel où les pluies ont reculé d'environ 18 à 22 selon les provinces, la pénurie d'eau s'est muée en risque national, avec des puits qui échouent souvent pendant les mois secs. Que change Ibrahim Traoré quand l'eau devient souveraineté et que 120 000 personnes peuvent espérer une stabilité nouvelle? Si cette conduite tient, tout le récit du Burkina Faso bascule de la survie à l'attente, puis à la preuve, et les débats extérieurs devront regarder autrement ce qui fonctionne vraiment. Cette histoire ne promet pas un miracle, mais une lecture précise des enjeux réels. En suivant la décision d'investir dans une conduite d'eau longue distance, l'analyse montre ce qui se joue quand un État cesse de gérer la pénurie et tente de la neutraliser durablement. L'enjeu immédiat est simple: réduire une vulnérabilité quotidienne qui affecte l'agriculture, la santé et la stabilité sociale. L'enjeu plus large est politique et stratégique: démontrer qu'une action concrète peut précéder la normalisation, et non l'inverse. Le risque est tout aussi clair: un projet de cette ampleur peut échouer techniquement, créer des attentes impossibles à satisfaire ou renforcer les critiques sur la centralisation du pouvoir. Sous Ibrahim Traoré, le pari consiste à accepter ces risques pour déplacer la discussion de l'intention vers le résultat observable. Ce que cette séquence permet de comprendre, c'est comment une infrastructure devient un test de crédibilité, autant pour les citoyens que pour les observateurs extérieurs. Et surtout, ce qu'il se passe quand ce test commence à produire des effets mesurables. Les premiers tests ont montré une baisse d'environ 30 des pénuries d'eau en saison sèche dans les zones raccordées. Ce chiffre, encore préliminaire, a suffi à déplacer le débat autour d'Ibrahim Traoré. La question n'était plus de savoir si le projet était symbolique, mais ce qu'il révélait déjà sur la capacité d'action de l'État. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au contexte hydrique du Burkina Faso avant la conduite. Situé au cœur du Sahel, le pays se trouve dans une zone de transition fragile entre désert et savane. Entre 2005 et 2023, les évaluations climatiques internes ont indiqué une hausse des températures moyennes estimée entre 1,3 et 1,6 degrés, tandis que les précipitations annuelles diminuaient d'environ 18 à 22 selon les provinces. Ces évolutions ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des puits à sec, des récoltes manquées et des déplacements forcés. Dans les zones rurales, près de 3 millions de personnes ont connu des pénuries saisonnières. Beaucoup de communautés dépendaient de puits peu profonds, dont les taux d'échec dépassaient le 40% pendant les pics de sécheresse. Les femmes et les enfants parcouraient souvent plusieurs kilomètres par jour pour collecter une eau parfois insalubre au détriment de l'école et des activités économiques. Les réponses précédentes suivaient un schéma récurrent. Des financements extérieurs permettaient de forer des puits et d'installer des pompes. Certaines fonctionnaient brièvement, mais beaucoup tombaient en panne après 3 à 5 ans, faute de maintenance, de pièces de rechange ou de suivi une fois les cycles de financement achevés. La sécurité de l'eau restait ainsi temporaire et conditionnelle. Entre 2018 et 2024, des analystes de la sécurité locale ont lié environ 2 tiers des conflits communautaires, affrontements entre agriculteurs et éleveurs et déplacements internes à la compétition pour l'eau et les terres arables. La pénurie hydrique n'était plus seulement un enjeu environnemental, mais un facteur de risque national. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré a hérité d'un dilemme précis: continuer à réagir aux crises successives ou tenter une réponse structurelle malgré les contraintes politiques, sécuritaires et financières. La conduite d'eau longue distance est née de ce choix avant même d'être un projet d'infrastructure. Sur le terrain, les effets initiaux n'ont pas été annoncés par des communiqués,
mais observés par des routines qui changeaient. Dans un village situé le long du tracé, une coopérative agricole a repris des semis-tests après plusieurs saisons d'abandon. L'eau n'était pas encore continue, mais elle arrivait à intervalles prévisibles suffisamment pour planifier. Cette simple régularité a modifié les décisions quotidiennes, du calendrier des cultures à l'usage des semences. Dans une autre localité, un centre de santé a signalé une amélioration opérationnelle dès les premières phases d'essai. Les coupures d'eau, auparavant fréquentes pendant la saison sèche, forçaient à reporter des soins de base. Avec des tests intermittents mais fiables, les équipes ont réorganisé les consultations, réduisant les absences et les déplacements inutiles. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais une stabilisation mesurable. Ces micro-cas éclairent la logique du projet tel qu'il a été défendu par Ibrahim Traoré auprès de son cercle rapproché. L'objectif n'était pas d'atteindre immédiatement l'abondance, mais de remplacer l'incertitude par une fiabilité minimale. Dans un contexte fragile, cette bascule suffit à produire des effets en chaîne, souvent invisibles à l'échelle nationale, mais décisifs localement. Les communautés restaient les prudentes. Beaucoup avaient vu des projets démarrer puis s'interrompre lorsque les financements se tarissaient. Pourtant, la poursuite des travaux, même dans des conditions difficiles, a commencé à entamer ce scepticisme. L'élément distinctif n'était pas la promesse, mais la continuité. Ces premiers impacts n'ont pas résolu la crise hydrique du pays. Ils ont toutefois fourni un signal clair, une infrastructure pensée pour durer peut modifier les comportements avant même d'être achevée. Avant la conduite, la réponse à la pénurie suivait un cycle prévisible. Les villages signalaient l'assèchement des puits au début de la saison sèche. Les autorités locales improvisaient des distributions ponctuelles. Les partenaires extérieurs intervenaient lorsque la situation devenait visible puis se retiraient. Chaque épisode laissait derrière lui les mêmes fragilités, prêtes à réapparaître l'année suivante. L'eau restait une variable instable, traitée comme une urgence répétée plutôt qu'un système à sécuriser. Le basculement commence lorsque la pénurie est requalifiée en problème structurel. Autour d'Ibrahim Traoré, le diagnostic se durcit. Les correctifs temporaires ont échoué et l'attente d'un retour à la normale ne correspond plus à la réalité climatique. La décision ne porte pas d'abord sur un tracé ou un budget, mais sur la séquence d'action. Décider d'agir sans attendre une normalisation politique complète, puis assumer les conséquences internes et externes de ce choix. La proposition est simple dans sa formulation et radicale dans son exécution. Déplacer l'eau depuis une source souterraine relativement stable vers des communautés durablement déficitaires sur une distance d'environ 10 000 pieds à travers des formations rocheuses et des terrains de basse montagne. L'objectif n'est pas l'abondance mais la stabilisation. Les estimations internes évoquent une capacité quotidienne de 6 à 8 millions de litres, suffisante pour sécuriser l'accès domestique et soutenir une reprise agricole locale. Lorsque le plan émerge, les résistants suivent immédiatement. À l'intérieur du pays, certains techniciens alertent sur les dépassements de coûts possibles et les défis de maintenance. D'autres soulignent les risques sécuritaires liés aux activités insurgées à proximité du tracé. Un groupe plus politique plaide pour l'attente, estimant qu'un projet de cette ampleur devrait coïncider avec la normalisation des partenariats financiers internationaux. À l'extérieur, le scepticisme se durcit rapidement. Des commentateurs étrangers décrivent l'initiative comme symbolique, doutant de la capacité d'un État sous pression à gérer une infrastructure complexe sans supervision externe. La construction commence pourtant au milieu de 2024. Les conditions de terrain mettent à l'épreuve chaque hypothèse. Les températures diurnes dépassent régulièrement 45 degrés.
Les pannes d'équipement sont fréquentes. Certaines routes d'approvisionnement nécessitent qu'il y ait des escortes de sécurité. Les équipes travaillent Maneda par rotation prolongée, non par choix, mais par nécessité. Plus de 80% de la main-d'œuvre est locale, composée d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers venus du Burkina Faso et des pays voisins, tandis que le recours à des entrepreneurs étrangers est volontairement limité. Pendant cette phase, le projet change de nature. Il cesse d'être une annonce pour devenir une succession de contraintes à résoudre. Les communautés riveraines observent avec prudence. Beaucoup ont déjà vu des chantiers s'arrêter une fois la tension médiatique dissipée. La différence, cette fois, réside dans la continuité des travaux malgré les retards et les coûts humains visibles. Début 2025, un glissement discret s'opère dans les perceptions extérieures. Les questions sur l'échec potentiel laissent place à une interrogation plus dérangeante. Que signifierait une réussite? À l'intérieur du pays, les premières phases de test commencent. L'eau circule de manière intermittente puis de plus en plus régulière. Les coopératives agricoles ajustent leur calendrier. Les centres de santé réorganisent leurs services. Rien de spectaculaire, mais une accumulation de signaux concordants. Après la conduite, la logique d'action se renverse. L'État n'est plus jugé uniquement sur ses intentions, mais sur une capacité démontrée à livrer un service essentiel. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence marque un point de non-retour. Le projet a créé des attentes nouvelles, rendant l'échec moins tolérable, mais il a aussi déplacé le débat national de la survie immédiate vers la question de la fiabilité durable. Avant la conduite, l'accès à l'eau domestique pendant la saison sèche reposait sur des sources intermittentes, avec des taux d'échec élevés et une forte variabilité selon les localités. Après les premières mises en service, les évaluations préliminaires indiquent une réduction d'environ 30% des pénuries d'eau en saison sèche dans les zones raccordées, un changement qui ne signale pas l'abondance, mais une fiabilité nouvelle. Ce premier indicateur doit être lu avec prudence. Il ne mesure pas un volume total d'eau disponible, mais la fréquence et la durée des ruptures d'approvisionnement. Pour les ménages concernés, cette différence est concrète. Là où l'eau disparaissait plusieurs jours d'affilée, elle revient désormais selon des cycles prévisibles. Cette prévisibilité permet d'organiser la vie domestique, la scolarité et les activités économiques de base sans dépendre d'alertes permanentes. Un deuxième ensemble de données concerne l'usage agricole et pastoral. Les opérations de test menées sur plusieurs mois ont montré une baisse de la mortalité du bétail dans les zones connectées liées à un accès plus stable aux points d'eau. Ce résultat n'est pas uniforme et reste localisé, mais il rompt avec une tendance longue où chaque saison sèche entraînait des pertes difficiles à compenser. Pour les éleveurs, cette stabilité relative réduit la pression sur les déplacements et atténue certains conflits liés à la concurrence pour les ressources. Le troisième indicateur touche aux services sociaux. Les autorités civiles locales ont observé une augmentation estimée entre 35 et 40% de l'accès à l'eau domestique pendant la saison sèche dans les districts desservis. Là encore, le chiffre ne signifie pas que l'eau coule en continu partout, mais que la majorité des foyers concernés disposent désormais d'un accès fonctionnel et répété. Les cliniques peuvent planifier leurs activités. Les écoles signalent moins d'absences liées à la corvée d'eau. Les marchés locaux voient revenir des acteurs qui avaient réduit leurs déplacements. Pris séparément, ces chiffres restent modestes. Pris ensemble, ils dessinent un changement de trajectoire. La conduite n'a pas supprimé la vulnérabilité hydrique du Burkina Faso, mais elle a déplacé son centre de gravité. Le risque n'est plus une rupture totale et imprévisible, mais une gestion imparfaite d'un système qui fonctionne partiellement.
Cette nuance est essentielle dans un contexte fragile. Pour Ibrahim Traoré, ces données servent moins à célébrer un succès qu'à ancrer une logique. Elles montrent qu'une infrastructure livrée, même de manière progressive, produit des effets mesurables avant d'être achevée. Elles exposent aussi la contrepartie du pari. Une fois les chiffres rendus visibles, chaque extension ou chaque panne devient politiquement signifiante. La crédibilité ne repose plus sur les intentions, mais sur la capacité à maintenir et élargir ses gains. En ce sens, les preuves quantitatives ne closent pas le débat. Elles l'ouvrent sur un terrain plus exigeant où la discussion porte désormais sur la durabilité, la maintenance et l'équité d'accès plutôt que sur la faisabilité abstraite du projet. Les critiques du projet avancent d'abord et genre d'abord un argument de gouvernance. Selon eux, concentrer l'attention politique et financière sur une infrastructure emblématique risque de masquer des faiblesses plus profondes. Une conduite d'eau, aussi utile soit-elle, ne remplace pas des institutions solides, des mécanismes de redevabilité ou une transition politique clarifiée. Dans cette lecture, le danger n'est pas technique mais symbolique. Transformer un succès infrastructurel en substitut de réforme et confondre livraison de services et légitimité durable. Un second argument porte sur la soutenabilité. Les sceptiques soulignent que de nombreux projets hydrauliques en Afrique ont fonctionné quelques années avant de devenir des passifs coûteux. La maintenance à long terme, l'accès aux pièces, la formation continue des techniciens et la sécurité des installations sont des défis persistants. Sans financement stable et sans cadre institutionnel robuste, une conduite peut finir par reproduire les mêmes fragilités que les systèmes qu'elle remplace, avec des coûts encore plus élevés. Ces objections ne sont pas infondées. Elles s'appuient sur des précédents réels et sur une histoire d'infrastructures inachevées ou dégradées. Pourtant, elles manquent d'une dimension clé du cas présent, la séquence d'action. Le projet n'a pas été conçu comme une vitrine isolée, mais comme un test de capacité. En livrant un service mesurable, l'État crée une base concrète sur laquelle des exigences nouvelles émergent, y compris en matière de gouvernance et de maintenance. La réponse implicite portée par Ibrahim Traoré n'est pas que l'infrastructure suffit, mais qu'elle précède. Sans eau fiable, les débats sur la réforme restent abstraits pour les communautés concernées. Avec une infrastructure fonctionnelle, même imparfaite, les citoyens disposent d'un point d'appui pour demander des comptes sur la durée, la qualité et l'équité. Le risque demeure, mais il est déplacé, d'une incertitude chronique vers une obligation de performance continue. Ainsi, le désaccord réel ne porte pas sur l'importance des institutions, mais sur l'ordre des priorités. Faut-il attendre la stabilité pour construire ou construire pour rendre la stabilité exigible? À ce stade, le projet cesse d'être seulement technique et devient politique. Le révélateur n'est pas la longueur de la conduite ni même ses débits estimés, mais l'effet d'entraînement qu'elle produit une fois que l'eau commence à circuler de façon régulière. Ce moment marque un basculement discret. La discussion ne porte plus sur la faisabilité, mais sur les conséquences d'une réussite partielle devenue visible. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian change la nature du leadership. Tant que le projet était une promesse, il pouvait être contesté comme rhétorique ou symbolique. Dès lors qu'il livre, même imparfaitement, il impose un nouveau cadre d'évaluation. Les attentes se déplacent. Les communautés connectées ne demandent chaud à plus si l'État agit, mais quand et comment il étendra ce qui fonctionne déjà. Les communautés non desservies, elles, réclament l'inclusion, créant une pression horizontale inédite. Ce déplacement reconfigure aussi les rapports avec l'extérieur. Les observateurs internationaux commencent à comparer, à mesurer, à tirer des leçons, parfois à contre-cœur.
Le Burkina Faso n'est plus seulement analysé à travers le prisme de la fragilité, mais comme un cas de capacité émergente sous contrainte. Ce milieu de parcours révèle donc l'enjeu central. Une infrastructure qui fonctionne, même partiellement, transforme le débat national. Elle lie le pouvoir à la continuité et rend chaque interruption politiquement coûteuse. Pour l'État, les effets les plus visibles apparaissent dans la relation entre présence publique et crédibilité. Dans les districts raccordés, l'accès à l'eau domestique a augmenté de manière estimée entre 35 et 40 pendant la saison sèche. Cette amélioration ne signifie pas une abondance continue, mais une régularité suffisante pour rendre l'action publique perceptible. Les autorités locales peuvent être planifiées, suivre et corriger plutôt que réagir à des ruptures permanentes. Dans un contexte où l'État était souvent défini par son absence, cette continuité modifie la perception de la capacité institutionnelle. Du côté des entreprises et des activités économiques locales, l'impact est plus discret mais cumulatif. Les coopératives agricoles signalent une stabilisation des calendriers de semis, rendue possible par une ED prévisible. Les pertes liées aux interruptions imprévues diminuent. Les marchés locaux fonctionnent de manière plus régulière, car les acteurs n'interrompent plus leurs déplacements pour assurer la survie domestique. Pour les éleveurs, la baisse observée de la mortalité du bétail dans certaines zones réduit la pression économique et limite les mouvements forcés vers des points dignes d'eau concurrents. Pour les citoyens, les changements touchent que d'abord le temps et la charge quotidienne. Les femmes et les enfants passent moins d'heures à parcourir de longues distances pour collecter de l'eau. Les écoles enregistrent moins d'absences liées à cette corvée. Les centres de santé fonctionnent avec moins d'interruptions, ce qui améliore la continuité des soins de base. Ces effets ne sont pas spectaculaires individuellement, mais ils s'additionnent. Ils transforment une lutte quotidienne en routine plus prévisible, ce qui renforce la résilience sociale. À l'échelle régionale, les conséquences dépassent le seul secteur de l'eau. Les rapports provinciaux indiquent une diminution notable des conflits liés à l'accès aux ressources hydriques dans les zones desservies. Cette détente relative atténue certaines tensions entre agriculteurs et éleveurs, historiquement exacerbées pendant la saison sèche. Elle n'élimine pas les causes profondes de l'insécurité, mais elle retire un facteur aggravant majeur. Dans un Sahel marqué par la concurrence pour des ressources rares, cette réduction a un effet stabilisateur disproportionné. Ces résultats ont également une dimension politique. Le succès partiel de la conduite crée des attentes nouvelles et inégales. Les communautés non raccordées exigent désormais d'être incluses, ce qui élargit la pression sur l'État. Sous Ibrahim Traoré, cette dynamique est à double tranchant. Elle renforce la légitimité là où l'eau arrive, mais elle rend chaque retard ou extension manquée plus visible ailleurs. Le pouvoir n'est plus évalué sur des intentions ou des discours, mais sur la capacité à étendre et maintenir un service concret. Ainsi, les conséquences réelles du projet ne se limitent pas à des indicateurs techniques. Elles redessinent les relations entre l'État, l'économie locale, les citoyens et l'espace régional. L'eau devient un vecteur de prévisibilité et cette prévisibilité, dans un environnement fragile, agit comme une force politique à part entière. Dans un scénario de base, la conduite poursuit son extension progressive, sans rupture majeure, mais avec des contraintes persistantes. Si la maintenance suit le rythme de l'expansion, alors les zones déjà raccordées consolident leurs gains de fiabilité, tandis que de nouveaux districts rejoignent le réseau par étapes. L'effet principal est cumulatif. Chaque ajout réduit légèrement la vulnérabilité globale sans toutefois transformer le système hydrique national.
La pression politique reste gérable mais constante, car les attentes augmentent au même rythme que les résultats visibles. Dans un scénario optimiste, plusieurs conditions s'alignent. Si la formation des équipes locales se renforce et que les chaînes d'approvisionnement en pièces restent stables, alors la conduite devient un noyau autour duquel d'autres projets s'articulent. Les extensions se font plus rapidement, la maintenance préventive limite les interruptions et la fiabilité perçue dépasse les zones initialement desservies. Dans ce cas, l'infrastructure cesse d'être une exception et commence à définir une méthode. Le débat national se déplace vers la planification à moyen terme, et la question n'est plus seulement quand l'eau arrive, mais comment reproduire ce modèle dans d'autres secteurs essentiels. Le scénario le plus défavorable repose sur une rupture de continuité. Si les contraintes sécuritaires ou financières interrompent la maintenance, alors les gains initiaux se fragilisent. Les pannes prolongées réduisent la confiance dans les zones déjà connectées, tandis que les communautés en attente voient leurs espoirs déçus. Dans ce contexte, l'infrastructure devient un point de critique plutôt qu'un levier. Les attentes créées se retournent contre le pouvoir et la conduite est perçue non comme une solution inachevée, mais comme une promesse rompue. Ces trois trajectoires, Sikanen et Erweitstein, partagent un point commun. Aucune n'est de déterminée uniquement par la technique. Elles dépendent de choix organisationnels, de priorités budgétaires et de la capacité à maintenir un effort continu au-delà de la phase initiale. Si l'infrastructure est traitée comme un événement ponctuel, alors ses effets s'érodent. Si elle est intégrée comme un processus, alors même des résultats partiels peuvent produire des changements durables. La recommandation centrale est donc moins politique que méthodologique. Observer ce qui fonctionne, corriger ce qui échoue et accepter que la crédibilité se joue désormais dans la durée. À 6 ou 12 mois, la question décisive ne sera pas seulement ce qui a été construit, mais ce qui a été maintenu. Pour une première catégorie de spectateurs, souvent attentifs aux questions de politique publique, cette séquence offre un prisme concret. Elle montre comment une décision technique peut modifier des rapports de pouvoir sans passer par des réformes abstraites. Le cas de la conduite d'eau illustre une logique simple. Quand un service essentiel devient fiable, même partiellement, il redéfinit ce que les citoyens considèrent comme normal et exigible. Cette normalisation change la nature du débat civique en le reliant à des résultats observables. Pour une deuxième catégorie, plus sensible aux enjeux économiques et sociaux, l'intérêt réside dans les effets cumulés. Une heure de moins passée à chercher de l'eau, une récolte moins risquée, une clinique qui fonctionne sans interruption. Pris isolément, ces éléments paraissent modestes. Ensemble, ils transforment la capacité d'une communauté à se projeter. Cette projection, souvent absente dans les contextes fragiles, constitue un capital invisible mais déterminant pour l'initiative individuelle et collective. Une troisième catégorie, enfin, observe cette histoire à distance, comme un cas parmi d'autres dans les débats sur le développement et la souveraineté. Ici, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter un leadership, mais de questionner les séquences habituelles. Faut-il d'abord stabiliser politiquement pour investir ou investir pour rendre la stabilité pertinente? Le parcours engagé sous Ibrahim Traoré ne tranche pas définitivement, mais il fournit une expérience réelle plutôt qu'un modèle théorique. Pour le spectateur, la valeur de cette analyse ne tient donc pas à une conclusion fermée. Elle réside dans la possibilité de comparer. Comparer des contextes où l'attente domine à ceux où l'action, même risquée, produit des repères nouveaux. Comparer aussi ses propres références, ce qui est jugé acceptable comme délai, comme excuse ou comme contrainte. Deux gestes simples émergent de cette réflexion. D'abord, prêter attention aux effets concrets plutôt qu'au seul discours. Ensuite, interroger la durabilité. Ce qui fonctionne aujourd'hui
peut-il être maintenu demain et à quelles conditions? Ces questions ne s'adressent pas seulement au Burkina Faso. Elles concernent toute société confrontée à la rareté et à l'urgence et invitent le spectateur à déplacer son regard de l'intention vers la continuité. La phase suivante repose sur une feuille de route pragmatique, structurée autour de la continuité plutôt que de l'expansion rapide. La première étape concerne la maintenance. Il s'agit d'institutionnaliser des équipes locales dédiées avec des responsabilités claires, des calendriers d'inspection et des indicateurs simples pour détecter les défaillances avant qu'elles ne deviennent visibles pour les usagers. Sans cette base, chaque extension augmente le risque systémique. La deuxième étape porte sur la formation et la transmission des compétences. Les ingénieurs et techniciens mobilisés pendant la construction doivent devenir les référents du système en exploitation. Cela implique des programmes de formation continue, une documentation accessible et des mécanismes de remplacement pour éviter la dépendance à des individus clés. La capacité doit être distribuée, pas concentrée. La troisième étape concerne la priorisation géographique. Plutôt que de promettre une couverture rapide et uniforme, la logique consiste à connecter des zones où l'impact marginal est le plus élevé en tenant compte des tensions hydriques, des usages agricoles et des services sociaux existants. Cette approche réduit les frustrations et rend les choix plus lisibles pour les communautés non encore desservies. Une quatrième étape touche à la mesure et à la transparence. Publier régulièrement des données simples sur la fiabilité, les interruptions et les réparations permet de transformer l'infrastructure en objet de suivi public. Cela renforce la redevabilité et déplace la critique du registre idéologique vers celui de la performance. Enfin, la coordination institutionnelle devient décisive. L'eau ne peut rester isolée des politiques agricoles, sanitaires et locales. Sous Ibrahim Traoré, l'enjeu est de relier la conduite à ces secteurs, afin que chaque litre livré produise des effets démultipliés plutôt que fragmentés. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois un cadre dans lequel l'infrastructure cesse d'être un événement et devient un processus mesurable, amendable et exigeant. C'est à ce niveau que le pari initial se transforme en responsabilité durable. Le fil conducteur revient aux gestes ordinaires observés au début du parcours. Une coopérative qui sème sans parier à l'aveugle. Un centre de santé qui planifie ses consultations sans craindre une coupure imprévue. Ces scènes modestes rappellent que la transformation ne s'est pas jouée dans un discours, mais dans la répétition de routines rendues possibles par une eau fiable. Ce sont ces détails, plus que les chiffres, qui donnent un sens durable au projet. Avec le temps, la conduite a cessé d'être perçue comme un chantier pour devenir un repère. Elle n'a pas effacé les difficultés, mais elle a réintroduit une forme de prévisibilité dans des espaces où l'incertitude dominait. Cette prévisibilité a réappris aux communautés à attendre quelque chose de concret, puis à le demander. Elle a aussi lié plus étroitement le pouvoir à la continuité des services, rendant l'abandon moins acceptable que l'imperfection. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré s'est déplacée. D'un dirigeant associé à une transition, il est devenu le point d'ancrage d'un pari mesurable. Le leadership n'est plus évalué à l'aune des intentions proclamées, mais à celle d'une capacité maintenue dans le temps. Chaque jour où l'eau circule renforce cette lecture. Chaque interruption la met à l'épreuve. Le rappel central tient en une phrase simple, forgée par l'expérience plutôt que par la rhétorique. Ce retour au geste quotidien ferme la boucle. Ce qui avait commencé comme un choix risqué se termine provisoirement comme une exigence partagée. Et c'est peut-être là que réside l'héritage le plus durable de cette séquence. À ce point du récit, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée.
L'histoire de cette conduite d'eau ne demande pas une adhésion automatique ni un rejet réflexe. Elle invite plutôt à observer comment une société réagit lorsqu'un service essentiel devient, même imparfaitement, fiable. Ce déplacement de la survie vers l'attente, puis vers l'exigence, n'est ni spectaculaire ni immédiat, mais il est profondément structurant. Dans de nombreux contextes, les débats publics restent enfermés dans les intentions, les discours, mais à enrichir une conversation souvent appauvrie par des récits trop simples. Alors, la question reste ouverte. Quand une infrastructure commence à fonctionner là où l'on n'attendait plus rien, faut-il la juger sur ce qu'elle promet, sur ce qu'elle délivre aujourd'hui ou sur ce qu'elle oblige à maintenir demain?